Bonjour à tous et bienvenue dans Région en Fête. Nous sommes aujourd'hui ici à Cassel. Nous allons vivre de l'intérieur le carnaval de Cassel. Alors je vous préviens d'ailleurs tout de suite pour démarrer. Dans quelques minutes, nous serons avec les stars de Cassel. Reus Papa et Reus Maman. Je vous en dis pas plus, vous restez avec nous évidemment. Nous irons également à la rencontre du président de l'Office du tourisme. Nous serons avec monsieur le maire. Nous allons visiter, faire un petit tour dans les Flandres. Mais pour commencer, comme une mise en bouche, voici quelques images de la fête ici au carnaval de Cassel. Et après ces jolies images un petit peu de culture générale sur WEO, la TNT Nord-Pas-de-Calais, on va vous poser la question, qui a créé Reus Papa et Reus Maman? On écoute vos réponses et vous saurez tout dans un instant, les explications avec le président de l'Office du tourisme de Cassel, Eric O. Qui a créé Reus Papa et Reus Maman? Je sais pas du tout, aucune idée. On va demander à ma tante. Qui a créé Reus Papa et Reus Maman? Oh, bonne question. Je sais rien. Qui a créé Reus Papa et Reus Maman? J'en sais rien du tout. Maintenant, comme je ne suis pas d'ici, alors je peux pas savoir. WEO, la TNT Nord-Pas-de-Calais vous emmène aujourd'hui dans Région en Fête, ici même à Cassel, pour vivre de l'intérieur le carnaval de Cassel. Alors vous le voyez, hein, ça y est, la fête est lancée, la fête bat son plein. Nous sommes actuellement avec le président de l'Office de tourisme. On s'est mis un petit peu au calme parce que c'est la fête, on le disait. Première question, Eric O. Quelle est l'origine de Reus Papa et Reus Maman? Alors, Reus Papa et Reus Maman sont là une réalisation de deux artistes cassellois. Reus Papa en 1827, qui vient d'Alexis Pavkop, et Reus Maman quelques années plus tard, qui a été réalisé par son frère, environ une trentaine d'années plus tard. Quelle a été la démarche pour eux de créer des géants? Pourquoi des géants à Cassel? Alors pourquoi des géants à Cassel? Là, on n'a pas l'information. Ce qu'on sait, c'est que dans la région de Flandre, il y a des géants et on retrouve des géants, ne serait-ce qu'à Douai, où on a des traces de géants beaucoup plus anciens. On n'avait pas de traces à Cassel avant 1827. On sait qu'on retrouve traces de ces géants en Espagne et jusqu'au XVIIe siècle. La Flandre était attachée à la maison d'Espagne, donc il doit y avoir un lien entre les deux. Alors on va parler justement de ce carnaval de Cassel. La petite particularité, c'est que vous avez deux carnavals dans l'année. Carnaval d'hiver et le carnaval dit d'été, du lundi de Pâques. Là encore, pourquoi cette particularité? C'est propre à Cassel? Oui, c'est propre à Cassel. Vous voyez, c'est tout à fait l'été aujourd'hui pour le lancement du carnaval d'été. Alors, l'histoire fait qu'au début du XXe siècle, le temps a été d'un côté exécrable et avec des grosses difficultés pour en fait faire sortir les géants lors du carnaval d'hiver. Et compte tenu donc de la réussite de cette fête le lundi de Pâques, il a été souhaité de maintenir cette fête. On a trouvé traces d'archives où on voit que c'était pas une unanimité au fil du temps, parce que la crainte c'était que tout doucement le carnaval d'hiver risquait de disparaître au détriment du carnaval d'été. Il n'en est rien. En fait, on a un carnaval d'hiver qui est très local, je dirais un peu coincé entre le carnaval de Dunkerque et le carnaval de Bailleul. Et le carnaval d'été qui, lui, a trouvé toute sa place, puisqu'il a d'ailleurs été inscrit au patrimoine immatériel d'UNESCO il y a quelques années. Il faut être courageux, je pense, pour faire ce carnaval, puisque le réveil, à 6h30, dès 6h30, les gens sont dans la rue. Non, on est courageux quand on est de l'extérieur. Quand on est à l'intérieur, c'est un plaisir et on commencerait bien plus tôt. Donc c'est vrai que le carnaval d'été dure une journée, 6h le démarrage officiel du réveil. Officieusement bien plus tôt. Les premiers ont du mal à se coucher, à 2h30, 3h sont déjà un peu en route. Et on fait du non-stop jusqu'à 23h, 23h30. Alors vous allez rester avec nous, Eric O, puisque justement on va découvrir quelques images du réveil, ici même au carnaval de Cassel. Et on se retrouve dans un instant, à tout de suite.
sur WEO, la TNT Nord-Pas-de-Calais. Vous venez de le voir. C'est incroyable, ça se réveille dès 6h, 6h30 dans les rues de Cassel. Les carnavaleux qui sont là, au son des tambours. Il y a une tradition particulière. Quelle est l'idée? C'est réveiller les gens et les inciter à venir? Alors, pas tout à fait ça au départ, hein, comme quoi il peut y avoir une tradition, mais une évolution de la tradition. Au départ, en fait, c'était surtout un peu de musique hein, et un certain nombre de masques qui se baladaient dans la ville avec des balais. L'idée était de faire place nette pour Papa et Rosemont l'après-midi. Tout doucement, au fil du temps, les balais ont disparu, le nombre de tambours, de grosses caisses a augmenté. Ce n'est plus qu'un réveil en musique dans la ville, hein, de manière à ce que tout le monde soit frais et dispo pour accueillir Papa et Rosemont. Et Reus Papa, Reus Maman, les géants, vous le verrez évidemment dans Région en Fête aujourd'hui. On va parler de ce cadre magnifique qui nous accueille aujourd'hui ici à Cassel, l'Office de tourisme. Parlez-moi de ce bâtiment. Alors ce bâtiment est l'ancien hôtel du prévôt de la collégiale Saint-Pierre, puisqu'on avait une collégiale au sommet de Cassel jusqu'avant la Révolution. Alors c'est un bâtiment qui a été à un moment donné en état d'abandon, qui a été totalement réhabilité et qui nous permet d'avoir un côté urbain, hôtel particulier dans lequel il y a les locaux de l'Office de tourisme et ce jardin qui nous permet de faire le lien avec le chemin des remparts. Et quand on est touriste, quand on vient visiter Cassel, on y fait quoi? Il y a quoi à faire? Il y a quoi? Il y a plein de choses à faire. On peut en fait avoir un côté patrimonial, un côté gastronomique, un côté découverte nature. Alors côté patrimonial, on a un moulin à vent qui fonctionne, qui produit sa farine, hein, qui est visitable régulièrement. Un peu plus loin autour de Cassel, la maison de la bataille du Val de Cassel qui retrace la raison de notre attachement à la France il y a un peu plus de 3 siècles. Hein. Côté gastronomie, ben, je ne peux pas m'empêcher de penser aux estaminets, aux pots de chevelèche et carbonade, entre autres. Hein. Ah, vous me faites rêver là. Hein, alors quelques heures et puis je crois que vous allez y être. Hein. Et puis le côté randonnée, puisqu'on a plus de 300 km de chemin de randonnée balisés, VTT, pédestres pour se balader. Et aussi le côté festif, parce qu'on essaye quand même régulièrement d'avoir un certain nombre d'animations sur Cassel, hein, qui peuvent être autour un festival de cornemuse, qui peut être un festival de contes, ou un peu plus, ou en septembre, Salon des Antiquaires, ou le Festival international de la bière artisanale à Sainte-Marie-Capelle. Merci beaucoup Eric O. Je vous rappelle que vous êtes donc le président de l'Office de tourisme ici à Cassel. Vous venez justement de parler des jeux du côté festif. Il y a une tradition dans les Flandres, ce sont les jeux flamands. Je vous propose de découvrir ce reportage d'Hélène Bossy et on continue à faire la fête ici même à Cassel. Le tir à l'arc version flamande sur le mont d'Eka. Dans cette partie de la région, il n'est pas rare de tomber sur l'une de ces perches en métal. On y trouve les cibles, en réalité des oiseaux synthétiques qu'il faut planter. La principale difficulté, ils sont à 30 mètres de hauteur. Nous ici, mon arc ici à moi il fait 21 kg hein, en traction. Je tire et je garde mes 21 kg jusqu'au bout. Tandis que les autres arcs, ils tirent un coup sec et puis avec les poulies, ça diminue la tension. Fernand entraîne son petit-fils. Chez eux, le tir à l'arc se pratique en famille et personne ne peut déroger à la règle. C'est mon papy qui m'a initié. Il fait partie de la famille quand même, hein. La famille c'est des archers. Hein. Tout le monde passe par là. Celui qui ne veut pas tirer à l'arc, ça va pas. Hein. Chaque après-midi, ils s'affrontent ensemble contre d'autres joueurs. La saison touche bientôt à sa fin, pourtant encore une quarantaine de tournois les attendent. Autre jeu, moins aérien, la boule flamande. À Bailleul, ils sont une trentaine de passionnés à venir jouer ici 3 fois par semaine. Un jeu traditionnel qui connaît un beau succès dans la région. Pourtant, la relève ne semble pas assurée. C'est pas un jeu de jeunes. Il n'y a pas beaucoup de jeunes qui commencent ce jeu? Ah ben non, c'est tout de l'autre temps. J'ai commencé à bouler à 7-8 ans avec mon père. Et donc, après que j'ai pris ma retraite, je suis venu au club. J'ai retrouvé mes racines. 6 contre 6. Pas de terrain ici, mais une bourloire, une piste incurvée. Des boules qui n'en ont pas la forme, faites en bois. Le jeu ressemble à la pétanque, il a la même convivialité.
On répertorie 150 jeux dans la région, la plupart se pratiquent en intérieur. C'est dans les Flandres qu'il en existe le plus. Si la boule flamande se lançait déjà au Moyen-Âge, les autres sont arrivés avec les estaminets. Cette tradition est fortement liée à la présence de nombreux estaminets, qui étaient l'endroit des loisirs autrefois, avant la télévision. Et en fait, on passait la soirée soit à jouer aux cartes, soit à jouer aux fléchettes, ou à inventer toute une multitude de petits jeux. Au musée de la vie rurale, à Steenwerk, ces jeux traditionnels sont exposés et l'on peut même les essayer. Un estaminet a été reconstitué. Les visiteurs peuvent ainsi découvrir les pratiques de loisirs de leurs aînés et entamer par la même occasion une belle partie de plaisir. Vous venez de le voir sur WEO, la TNT Nord-Pas-de-Calais, les jeux flamands, véritable tradition de notre région. Alors nous justement dans Région en Fête, nous sommes de retour ici même à Cassel pour vivre de l'intérieur le carnaval de Cassel. On va aller faire la fête, on va aller se balader, prendre un petit peu l'ambiance qui règne dans les rues. Et puis Eric O, on vous retrouvera tout au long de l'émission pour nous aiguiller un petit peu sur les traditions de ce carnaval. Tout à fait, avec plaisir. Allons faire la fête et on se retrouve dans un instant. Et pendant la fête, on prend également un petit peu de hauteur sur WEO, la TNT Nord-Pas-de-Calais. Je suis très bien accompagné ici même sur le point culminant des Flandres, 176 mètres. On va rester tous ensemble et je vous propose tout de suite sur WEO de regarder ce reportage. Nous allons tout de suite à la ferme de Bec de Bailleul, l'une des dernières fermes de Flandre à produire du houblon et sa propre bière. C'est un reportage de Caroline Fichten. On va faire la fête ? Allez, on y va. Allons-y. En Flandre, il reste 9 producteurs de houblon sur environ 30 hectares au total. Il y a 50 ans, près de 400 hectares étaient cultivés, mais aujourd'hui, le houblon arrive des pays où la main-d'œuvre est moins chère. Ici, à Bailleul, à la ferme Bec, 3 hectares de houblon sont cultivés et il est bientôt temps de passer à la récolte, une cueillette qui prend du temps. Alors on coupe la tige à peu près à un bon mètre, c'est la hauteur où démarrent les fleurs, hein, et également de façon à laisser un petit peu de sève pour les racines pour l'année suivante. Ensuite, on prend un mirador où on va couper donc, les ficelles tout en haut. Et là, on allonge ça sur des grandes charrettes. On passe ça dans une machine un peu qui ressemble à une batteuse, sans roue. Hein. Et là, on sépare la feuille de la fleur. La fleur va être séchée 12 heures à 60 degrés. Hein. Et ensuite, elle sera prête pour toutes les fabrications de bière de l'année. Hein. Donc ça va durer à peu près entre 12 et 15 jours de cueillette pour 3 hectares. Depuis une quinzaine d'années, une petite partie de la récolte est mise de côté à la ferme pour être transformée et participer à l'élaboration d'une bière produite sur place dans une microbrasserie. On va simplement prendre une fleur comme ici. Donc ça c'est aux alentours de 80% d'humidité. On va le sécher donc toute une nuit. Le lendemain matin, on va avoir des fleurs séchées. Et pour partir en brasserie, on va récupérer simplement la poudre jaune qui est à l'intérieur, hein, qu'on va appeler la lupuline, et qui elle donnera l'amertume à la bière. Donc c'est simplement la poudre jaune à l'intérieur de la fleur qu'on va utiliser. Donc les feuilles vont être utilisées pour en faire un compost. Pour fabriquer une bière, l'ingrédient de base est de l'orge dégermée et devenu du malt qu'il faut ensuite torréfier. Ce malt auquel on ajoute de l'eau chaude reste 3 heures dans cette cuve pour transformer l'amidon en sucre. À la fin des 3 heures, ce jus sucré et coloré va partir dans la deuxième cuve de fabrication. Donc ici, on va mettre les fleurs de houblon. Donc les fleurs de houblon, on va les mettre en infusion dans le jus sucré de la première étape. Là, on va donner l'amertume à la bière. Donc l'amertume fait partie de l'arrière-goût. C'est juste ici, c'est ce qui donne envie de boire la suivante, pour ceux qui ne connaissent pas l'amertume. Donc là, on va par exemple à peu près à entre 2 et 3 grammes par litre, donc ce qui est très très peu. Après, c'est en cuve de fermentation que sont ajoutées des levures qui se nourriront des sucres de la graine d'orge pour fabriquer l'alcool. La bière, après fermentation, sera gardée en chambre froide et à la ferme Bec, il a bien fallu trouver un nom pour cette bière et il s'agit d'Ommelpap. Donc Ommelpap, donc l'Ommelpap, Ommel veut dire houblon en flamand et pap veut dire soit jus, soit la fête. Donc ça représentait surtout la fête qu'on faisait à la fin de la cueillette. Comme les gens avaient en général cueilli auparavant à la main, ça a duré 15 jours, 3 semaines, 1 mois. Donc on faisait une grande fête pour fêter toutes les labeurs du champ. Donc on faisait un grand mannequin du patron, on le brûlait et on dansait autour. Et on appelait ça, on fait la fête du houblon en flamand, l'Ommelpap. Donc on a donné ce nom-là à la bière.
À la ferme Bec, on cultive donc le houblon pour fabriquer une bière vendue uniquement sur place. 500 litres sont réalisés toutes les 3 semaines et une infime partie de la récolte de houblon sert donc à l'Omolpop. La quasi-totalité du houblon de Bailleul part dans les brasseries régionales. C'est la tradition, tous les lundis de Pâques, les harlequins défilent. Je vous propose d'ailleurs de les regarder, de les écouter, et on vous donne dans un instant les explications. Il est temps pour nous de faire une petite pause, c'est vrai que la fête bat son plein, on va se reposer quelques petits instants, toujours avec vous Eric O. J'ai une question, on vient de croiser les harlequins, d'où vient cette tradition? Qu'est-ce que c'est les harlequins? Alors les harlequins, c'est un moment un petit peu qui permettait aux enfants de se déguiser avec le costume d'harlequin, qui est aussi un costume traditionnel du carnaval, comme pouvait l'être aussi le Pierrot. Le tout avec une œuvre musicale qui date du 19e siècle et qui retrouve sa spécificité à Cassel dans le cadre des fêtes. Hein. Mais c'est une spécificité sans avoir non plus là aussi une origine bien précise. Hein. Alors il y a une musique pour les harlequins, et pas deux. Ah, ça c'est une particularité encore à Cassel, carnaval bien particulier par excellence, c'est que vous allez voir chaque moment de la fête qui est avec sa musique bien particulière. Si je compare avec Dunkerque où on a un ensemble de morceaux différents tout au long du carnaval, non, vous avez l'air du réveil, vous avez l'air des harlequins, la chanson du four merveilleux et vous allez avoir l'air du reuse. Et avec ça, je dirais qu'on a fait le tour pour la journée. Et la fanfare qui précédait donc les harlequins et de Cassel? C'est l'harmonie municipale de Cassel. Et en fait, d'avoir aussi un seul air, ça correspond bien aussi à une tradition populaire où on n'avait pas forcément besoin à l'époque d'être grand musicien. Ce qui était important, c'est de connaître l'air pour pouvoir jouer, pour pouvoir faire la fête tout au long de la journée. Et la fête justement, on va y retourner tout de suite sur WEO La TNT Nord-Pas-de-Calais, ici même au carnaval de Cassel. Et on vous retrouvera peut-être au fil de cette journée, Eric. Région en fait sur WEO La TNT Nord-Pas-de-Calais, on se met au chaud, c'est vrai qu'il y a un petit peu de vent dehors, et on est bien ici chez vous. Manu, vous êtes le gérant du Castellorf. C'est ça, tout à fait, très bien prononcé. Vous avez vu? On vous connaît tout de suite des origines flamandes. Ah bah tout de suite. Vous êtes donc le gérant de cet estaminet qui vend également des produits régionaux. Un estaminet, pour les gens qui ne connaissent pas forcément, qu'est-ce que c'est? Alors un estaminet, sten en flamand qui veut dire une poutre, au-dessus de la poutre un toit, sous le toit un abri, et par contre comme une poutre, comme un pilier de bar, on peut rester pour longtemps, où est-ce qu'on reste pour longtemps? C'est à la maison, c'est le propos de l'estaminet. La différence entre le pub et l'estaminet, on a souvent du mal un petit peu à le différencier, c'est peut-être la petitesse des pièces, comme si vous receviez 30 personnes chez vous. Alors vous, dans votre estaminet, vous recevez donc des gens. C'est vrai qu'on a un petit peu l'impression d'être à la maison. Au niveau du service et des plats, on mange quoi? Les plats de la région? Alors uniquement des plats flamands bien sûr, donc ce qui va du cœur cassellois, cœur cassellois, bien sûr andouillette, flamiche au fromage, confit de canard sauce piquelos, entre autres que des bonnes choses en tout cas. Et juste à côté de votre estaminet, cette pièce ici qui fait également point de vente donc de produits régionaux. Faites-moi rêver là, qu'est-ce qu'on pourrait goûter? Alors aussi, on a été le premier magasin de produits régionaux de la région qu'on a créé il y a 20 ans. Donc ça va aussi bien des babelus, des bêtises de Cambrai aussi, mais il ne faut pas oublier aussi. En fait, on a essayé de retrouver les recettes d'antan et on a été voir les petits producteurs. Et donc, les recettes d'antan et les préparations sont les préparations à la bière, en fil rouge, le mélange salé-sucré, préparation aux genièvres, à la rhubarbe, entre autres. Et pour les staminées, je crois que vous êtes passé tout à l'heure, c'est une tradition aussi, je raconte des légendes flamandes pendant le repas. Je m'apprêtais à raconter là-bas. Là-haut, pardon, dans la pièce dure. Est-ce que vous avez une légende, par exemple, sur le boulet de Cassel, qui est un fromage? Tout à fait. Alors, je peux en parler, d'ailleurs, pas de Madame Dubois. Madame Dubois, j'avais créé cette légende pour Madame Dubois, qui l'a repris à bon compte et que tout le monde croit. Donc, mais c'est pas une légende, c'est une histoire véridique.
Au tout début, bien sûr, je parlais toujours « Ah, monsieur Lamy et monsieur Molette ont créé Lamy Molette ». Mais jusqu'au jour où j'ai un ami de maman qui a 85 ans. Oh, cette histoire est très amusante, mais c'est une invention. Puisque c'est mon arrière-arrière-grand-père qui a créé Lamy Molette. Et par contre, ici, on parle beaucoup, et Madame Dubois fait de très très bons fromages que je conseille de goûter. Et tout simplement, c'est une histoire que nous avons inventée, mais qu'on peut dire véridique, à vrai dire. Les Cassellois, au XVIIe, étaient encerclés par les Français. Donc il fallait les ravitailler. Donc tous les Cassellois de la Plaine ont mis des canons tout autour de Cassel, derrière les rangs des Français. Ils ont créé un fromage en forme de boulet de canon. Et pour ravitailler par voie d'air les Cassellois, c'était ce qu'il y a de plus simple, évidemment. C'est pour ça qu'on l'appelait le boulet de Cassel ou le boulet de canon. C'est donc ça la légende du boulet de Cassel. On va découvrir d'ailleurs tout de suite sur WEO, la TNT Nord-Pas-de-Calais, la fabrication de ce fameux fromage fabriqué juste à côté de chez nous, juste à côté de Cassel, puisque c'est à Auxellar. Regardez ce reportage de Pierre-Emerick Dillise, et puis nous on se retrouve dans un instant avec monsieur le maire de Cassel. Alors ici, nous fabriquons essentiellement le boulet de Cassel, c'est notre spécialité fromagère. Donc c'est une petite mimolette artisanale fabriquée donc ici à la ferme. Je vous invite à me suivre. On y va. Voici la fromagerie, là où a lieu donc la production du boulet de Cassel. Donc là, le lait est arrivé directement dans la cuve ici que vous avez juste là. Donc le lait de la traite de ce matin. Et donc là, j'ai déjà fait une succession d'étapes, notamment des brassages. Ça va permettre d'égoutter un maximum de sérum, parce que vous avez des petits trous ici, et justement, c'est ça qui va former la pâte. Une fois que tous les moules seront remplis, ils seront placés sous la presse que vous avez là. Écoute mon cœur qui bat, laisse-toi faire. Je t'en prie, ne sois pas farouche. Quand me vient l'eau à la bouche. Alors c'est du lait de vache rouge flamande. En fait, c'est la race qui se trouvait au départ dans les Flandres et que nous avons vraiment à cœur de conserver en fait. C'est vrai que son lait est exceptionnel. Donc pendant que la pâte repose, je vais vous emmener voir le troupeau de vaches laitières. Suivez-moi. Là, les bêtes ont reçu leur ration ce matin de maïs. Et là, elles sont plutôt au repos, jusqu'à la traite de ce soir. Black trombone, monotone, le trombone, c'est joli, tourbillonne, gramophone. Donc le lait arrive en fait directement quand on fabrique le fromage dans la fromagerie, donc dans la cuve de fabrication que vous avez vu tout à l'heure. Et donc quand on ne le fabrique pas, le lait en fait est conduit dans le tank à lait qui est destiné pour la laiterie en fait. Black trombone, monotone. Nous voici de retour à la fabrication. Et donc là maintenant on va procéder à la mise en moule avec ma maman qui est là. Voilà, oui, parce que c'est quand même un travail assez long et assez dur, donc il faut être à deux pour faire ce type de fabrication. Écoute ma voix, écoute ma prière, écoute mon cœur qui bat, laisse-toi faire. Je t'en prie, ne sois pas farouche, quand me vient l'eau à la bouche. Donc pendant que les fromages reposent, je vous invite à venir voir la cave. Je vais vous montrer ça.
Là, vous avez les fromages de la fabrication de début de semaine. Donc, vous avez ce qu'il faudra brosser ici, la moisissure, qui commence à s'enlever. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est prendre la brosse. Et avant de le commercialiser, donc on va venir enlever cette pellicule. Vous voyez ? Donc une fois cette opération effectuée, les fromages seront emballés et mis en vente. Donc là, ils ont à peu près 2 mois d'affinage. Si vous voulez en savoir plus sur le boulet de Cassel, n'hésitez pas à venir nous voir. Nous sommes situés à Auxolard. Donc le numéro de téléphone 03 28 40 50 37. Et si vous voulez en savoir plus davantage, on organise une journée porte ouverte le 25 avril. Donc vous pourrez vous restaurer et découvrir vraiment de manière plus détaillée notre production. WEO, la TNT Nord-Pas-de-Calais vous emmène aujourd'hui ici même à Cassel pour vivre de l'intérieur le carnaval de Cassel. Bien accompagné évidemment avec vous, monsieur le maire René Decotz. Merci de nous accueillir dans votre belle commune. Bien, bonjour à tous et surtout bienvenue. Mais merci beaucoup, je vous propose justement qu'on découvre tout de suite quelques images de Cassel. Et on se retrouve avec vous dans un instant sur WEO, la TNT Nord-Pas-de-Calais. Et après avoir vu de si belles images de Cassel, toujours avec vous monsieur le maire, j'ai préparé un petit quiz justement sur votre ville. Je sais que vous la connaissez bien. On est où là exactement à Cassel dans la Flandre? Nous sommes là tout à fait au sommet, sur la terrasse du château qui permet de dominer toute la plaine flamande à 176 mètres de hauteur. Un des points culminants donc de la Flandre. C'est le point culminant de la Flandre, non pas du Nord mais de la Flandre à 176 mètres. Alors votre commune Cassel, combien d'habitants? Alors Cassel finalement est très connue par rapport à sa taille démographique puisqu'elle ne fait que 2400 habitants. C'est un chef-lieu de canton d'environ 10 000 habitants, caractère rural. Et on se situe à combien de kilomètres des principales villes autour? Environ 50 km de Lille et 30 km de Dunkerque et une vingtaine de kilomètres de Saint-Omer. Alors je sais que vous l'aimez, il y a un lien particulier entre le maire et sa ville? Bah écoutez, je ne suis pas, comme on dit, un Cassellois de souche, puisque je suis arrivé ici en 1976, mais j'ai été vraiment très attiré par ce lieu mythique, symbolique de la Flandre, et nous sommes installés, vous voyez, tout arrive, puisque je suis devenu maire. Et justement, en tant que maire, j'aimerais que vous nous parliez un petit peu du musée de Cassel, qui est en pleine rénovation d'ailleurs. Voilà, alors le musée de Cassel va être un musée départemental, je suis aussi conseiller général, donc c'est intéressant, c'est vraiment un établissement qui sera extraordinaire. Donc il devrait s'ouvrir prochainement le 22 octobre. C'est vraiment un musée de territoire qui présentera l'ensemble de la Flandre sur tous ses aspects. C'est vraiment un enjeu à la fois touristique, culturel et économique majeur pour notre secteur. Et justement, le musée départemental de la Flandre, on va le découvrir tout de suite sur WEO, la TNT Nord-Pas-de-Calais en images. C'est un reportage de Marine Biche et Alain Molinari. Et on se retrouve dans un instant avec vous, monsieur le maire. A tout de suite. Sur les hauteurs du Mont des Flandres, terre d'histoire et de tradition, se dresse un gigantesque projet. L'ancien musée de Cassel deviendra à l'automne 2010 le musée départemental de la Flandre. Voilà un an que l'imposante façade de ce bâtiment historique est en rénovation. On voit bien la façade derrière moi qui date du XVIe siècle, qui est très imposante, qui est en pierre de taille. C'est le seul bâtiment sur la place de Cassel qui est en pierre de taille. Et donc c'est un très bel édifice, très intéressant, avec une façade avant officielle et puis, comme vous avez pu le voir, une façade arrière beaucoup plus flamande avec les fenêtres à meneaux, les petits volets rouges. Et là, on se retrouve dans un tableau flamand du XVIe siècle. Apparemment, on a une petite feuillure, donc on avait des vitraux qui étaient directement plaqués sur le châssis. Au fil des travaux, l'histoire du monument historique se reconstruit progressivement. L'équipe du projet étudie jusque dans les moindres détails ce bijou de l'architecture flamande. La mise à nu du bâtiment permet de découvrir de nombreuses surprises. Comme nous avons, entre guillemets, tripoté à la fois les murs et puis surtout les planchers, nous avons découvert petit à petit les modifications de cet édifice au fil des siècles.
Et nous avons eu la surprise de retrouver à la fois des fenêtres, des portes et puis un escalier qui était monté à l'envers. Il n'y avait pas de porte, donc il y avait une petite fenêtre là, fenêtre assez étroite, et qui, d'une façon amusante, arrive directement sous la retombée de la voûte. L'hôtel de la noble cour de Cassel constitue la première pierre de la collection du musée départemental. Cet édifice est remarquable tant par son histoire que par son architecture. Dans cet endroit siégeait jusqu'à la Révolution française un organe administratif très important pour la justice locale. Alors ici nous sommes dans la salle de justice, donc il faut l'imaginer recouverte de boiseries bleues, sur tout le pourtour avec des décors blancs. C'est une salle qui dans sa configuration finale date du XVIIIe siècle. Derrière moi siégeaient les juges, ils empruntaient le petit passage qui se situe là juste à ma gauche et puis l'assemblée se tenait là où vous êtes en fait. Le chantier dévoile la puissance qui régnait dans l'hôtel de la noble cour. Le vaste programme de rénovation a pour objectif de mettre en lumière les témoins de la richesse de la culture flamande. Un travail de titan pour une réhabilitation digne de ce nom. À l'origine du bâtiment, c'est-à-dire on est sur une fondation en 1218, c'est Jeanne de Constantinople, et la tour était monumentale pour bien marquer le pouvoir de la châtellenie qui était un organe administratif. Et par la suite, cette tour a eu une taille moindre et c'est probablement à ce moment-là que l'escalier a changé de sens. Après, on voit bien les deux ailes, l'aile ouest, où les ouvriers sont en train de travailler, qui était l'aile de la justice, avec des constructions différentes. Et puis, la salle des gouverneurs, avec la belle cheminée, où vous avez interviewé monsieur Vincent Brunel, qui, elle, serait plutôt du XVIIe. Dans quelques mois, les architectes, les maçons, les peintres laisseront leur place aux visiteurs. Les curieux pourront admirer sur 1000 m² de surface d'exposition plus de 6000 objets, témoins de la richesse de la culture flamande. La fin de 12 ans d'attente et de 2 ans de travaux pleins d'incertitudes. Je suis parfois inquiet et c'est redoutable d'être l'architecte d'une telle opération dans la mesure où il y a l'aspect archéologique, l'aspect monument historique soit, et puis c'est la complexité de manager des lots extrêmement différents entre eux, puisque ça touche à la fois de l'aménagement contemporain et puis de l'architecture traditionnelle. Donc c'est une véritable aventure. Région en fête sur WEO, la TNT Nord-Pas-de-Calais, nous sommes de retour avec vous, René de Cotz, maire de Cassel. Alors le carnaval de Cassel qui justement en 2005 a été classé par l'UNESCO, explique-moi ce qui s'est passé. Bon, en fait, il y a eu un programme général, nous n'étions pas les seuls, nous étions un certain nombre de communes qui ont été classées pour la qualité et l'authenticité de sa fête et donc des carnavals. Et ça a été une grande joie pour nous de voir notre fête reconnue dans tout son processus, pas seulement les géants, mais l'ensemble du processus. Et donc nous faisons en sorte de le conserver à cette fête, son authenticité. Et c'est justement ce que j'allais dire, d'un point de vue personnel, quand on vous annonçait cette nouvelle, quelle était votre réaction ? J'ai été très très heureux parce que c'est une sorte de reconnaissance aussi d'une culture populaire qui ne l'était peut-être pas jusqu'à maintenant et ça a été vraiment une très très grande satisfaction pour nous car le dossier a été très long à monter. On va faire un petit zoom sur votre belle ville ici qui nous accueille aujourd'hui sur WEO, la TNT Nord-Pas-de-Calais, Cassel. On vit de quoi à Cassel, les habitants ? Déjà, c'est une ville qui vit d'abord du tourisme, parce qu'il y a quand même des éléments importants, bien sûr de l'agriculture et un certain nombre de petites entreprises. Mais il est bien évident qu'à Cassel, tous les habitants ne vivent pas ici et ils se déplacent évidemment sur l'île, la métropole dunkerquoise. Voilà à peu près l'ensemble de l'activité. Et d'un point de vue démographique, c'est une commune qui gagne des habitants ou à l'inverse qui en perd un petit peu ? Non, elle a gagné, ces 2 derniers recensements, elle a gagné des habitants, mais il est évident que Cassel étant protégé au titre, différents titres, monuments historiques entre autres, ça n'est pas simple de s'étendre. On ne fera jamais 5000 habitants. C'est pas frustrant ça justement pour un maire ? C'est un peu difficile et je dois vous dire qu'actuellement nous vivons des moments difficiles avec la révision du plan local d'urbanisme où on a du mal à voir justement ces extensions, mais je crois qu'il faut aussi préserver ce site, sa qualité. La qualité de vie des habitants ici à Cassel, parlez-moi un petit peu du monde associatif. Alors nous avons ici un monde associatif très riche parce que sans les associations nous ne pourrions pas offrir autant
d'activités de service. Il y a environ plus de 30 associations qui participent à la vie culturelle, sportive, touristique. C'est vraiment une vie très très riche. Et si vous aviez un message, peut-être grâce à nos caméras, pour vos administrés, ça serait quoi ? De continuer à participer activement à la vie de leur commune pour d'abord la convivialité, pour vaincre l'individualisme. Et je crois que c'est ça qui est important, c'est ça qui fait notre qualité de vie. Et ça sera ma dernière question. Nous sommes en plein cœur aujourd'hui du carnaval de Cassel. Juste après l'interview, vous allez faire la fête ? Ah oui, absolument. Sauf que je dois vous dire quand même que le maire est quand même un petit peu toujours inquiet parce que c'est une très grande fête. On n'a pas le droit de la rater. Il y a des problèmes liés aussi à la sécurité. Donc je suis extrêmement heureux de cette fête et en même temps, je suis toujours un petit peu inquiet et je dis quelquefois ouf quand même quand c'est terminé. Non pas parce que je n'aime pas, mais parce que c'est quand même une tension très importante pour une ville aussi petite. Merci beaucoup, monsieur le maire de Cassel avec nous sur WEO, la TNT Nord-Pas-de-Calais. Je vous propose d'ailleurs de rester avec nous. On va découvrir en images un reportage, même si vous connaissez évidemment, sur le moulin de Cassel, puisque Franck est un des derniers meuniers à faire tourner ce moulin. Regardez ce reportage de Sarah Nuiten et d'Anne-Cécile Genre. Franck largue les amarres et met les voiles. Depuis 5 ans, Franck est meunier. Il travaille dans ce moulin du XVIIIe siècle, perché au sommet du mont Cassel. C'est un des derniers moulins en activité de France et un des hauts lieux touristiques de la région. Je suis un des garants de la survie des moulins puisque je le fais fonctionner très souvent et le principe est à peu près le même qu'il y a 1000 ans. Dès qu'il fallait une usine, on construisait un moulin puisque les moulins, contrairement à ce que les gens croient aujourd'hui, ne faisaient pas que de la farine. Ils pouvaient faire de l'huile, ils pouvaient scier le bois, scier la pierre. Donc les moulins, c'était vraiment la force présente. Aujourd'hui, on a l'électricité, avant c'était le vent ou l'eau. Le mécanisme du moulin a plus de 2 siècles, mais il fonctionne encore. Quand les ailes tournent, elles font tourner l'arbre moteur là. Cet arbre moteur entraîne les engrenages, les 2 rouets. Celui-ci va entraîner la lanterne, donc il a est débrayé, sorti de son logement. Normalement, on doit l'embrayer pour que les dents appuient sur les barreaux et que ça tourne. La lanterne entraîne la meule qui écrase le blé. Une fois broyé, le grain tombe dans le tamis, à l'étage du dessous, et les sacs se remplissent de farine. Jusqu'à 150 kg de farine par heure lorsque le vent souffle et que le moulin est bien orienté. Un moulin pivot, ça pivote pour s'orienter face au vent. Et pour que ça puisse pivoter correctement, il n'est pas fixe, donc on peut voir qu'il bouge. Donc si l'escalier bouge comme ça, c'est normal. C'est que ici, on a une manivelle qui permet de l'orienter. Le vent peut tourner à tout moment. Le meunier doit donc être à l'écoute des éléments et surtout ne pas dormir. En fait, Meunier tu dors, la chanson, c'est une chanson d'avertissement. Le meunier ayant travaillé jour et nuit pendant plusieurs jours, il est fatigué, il s'endort. Et là, le vent passe au nord, justement. Et le vent nord, comme j'ai dit, c'est le vent qui amène les tempêtes. Et les tempêtes, c'est très dangereux pour un moulin. Il y a quand même là à peu près 80 mètres carrés de surface portante. Tout ça qui repose sur le pivot, qui est un arbre qui fait à peu près 70 cm de diamètre seulement. Ce qui fait que c'est énorme comme surface, comme appui sur le pivot. Et ça peut casser très facilement à partir du moment où on a trop de vent. Pour le moment, le moulin de Cassel tient le coup. Près de 6000 visiteurs repartent chaque année avec un petit sac de farine. Jusqu'à maintenant, une loi de 1937 en empêchait la vente, mais les choses vont changer. En 2010, Franck pourra vendre sa production. Région en fête sur WEO, la TNT Nord-Pas-de-Calais vous emmène aujourd'hui au carnaval de Cassel. Alors on découvre ensemble le carnaval. Nous avons vu ce matin les images du réveil, la sortie des Arlequins. Juste derrière moi a lieu actuellement le four merveilleux. Regardez ces images et on saura tout dans un instant avec le président de l'Office du tourisme, Erico. A tout de suite. Mesdames et messieurs, bonjour. Vous avez devant vous le célèbre docteur
Iskov, qui, après avoir vu les rois et les reines, les princes et les princesses, est aujourd'hui devant vous à Cassel. Je vais essayer de redresser quelques bossus, de rendre la vue aux amis à nos jeunes de Zaïkaya. Aïe, aïe, aïe. J'ai plein de questions à poser sur ce carnaval de Cassel. Je suis donc revenu en compagnie d'Éric O. On vient de voir un four. Qu'est-ce que c'est? C'est un four de jouvence? Ah, le four merveilleux, mais je disais tout à l'heure, c'est quelque chose qui devrait être remboursé par la sécurité sociale, parce qu'en fait ça fait des miracles un tel four. Hein, puisque vous avez pu voir, on a des personnes âgées, boiteuses, bossues, avec l'excellent docteur Kakiskov, en fait, qui prend ces personnes, les pétrit, les enfourne réellement, et puis après cuisson, on les retrouve en pleine forme. Hein. Donc c'est ça, en fait, on est malade, pas bien, on va dans le four et on ressort normalement en pleine forme, même si je crois qu'il y a des ratés. Normalement, mais bon, comme toute expérience, hein, parfois ça rate, hein, mais globalement le taux de réussite est assez intéressant. Alors maintenant, il est peut-être aussi intéressant de regarder pourquoi un tel four au moment du carnaval. À quand remonte justement la tradition du four merveilleux? Alors le four merveilleux date lui de 1902, hein. Simplement mais ça fait partie de ces traditions des fêtes païennes au moment du printemps. On a aussi une renaissance de la nature, un retour à la vie. Et quelque part, quand on enfourne un vieux qui ressort jeune, on fait un retour à la vie. Hein. Et on retrouve donc un peu cette démarche-là à travers ce char du four merveilleux. C'est aussi pour fêter un petit peu l'arrivée du printemps alors? C'est donc aussi pour arriver à fêter l'arrivée du printemps. Mais on sait que dans le domaine des fêtes, on a toujours un petit peu un lien entre nos traditions religieuses, qui était le carnaval au moment précédant le carême, hein, les fêtes païennes et puis les fils de saison. Hein. Merci Erico, on retourne tout de suite faire la fête sur WEO, la TNT Nord-Pas-de-Calais. Je continue ma petite visite ici au carnaval de Cassel avec monsieur. Je vous vois regarder le four merveilleux. Ça vous donne envie de rajeunir un petit peu? Ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et ça vous fait pas peur d'aller à l'intérieur? Comment? Ça vous ferait pas peur d'aller à l'intérieur? Non. Connaissant le système, non. Alors c'est quoi le système? C'est un philo, il faut pas le dire. Hein. Ça vous donne envie d'y passer dans le four? Certainement pas. C'est pas mon genre, non. Non, ça vous dirait pas de rajeunir de 20 ans? Je suis bien comme ça. Et si vous aviez le choix entre la chirurgie esthétique ou le four? Rien du tout. Madame, je vous vois en train de regarder le four merveilleux. Ça vous donne envie d'y aller faire un petit tour? Oui, surtout pour revenir plus jeune. Chirurgie esthétique pour vous ou four merveilleux? Four merveilleux, ça serait mieux. C'est la tradition sur WEO, la TNT Nord-Pas-de-Calais dans Région en Fête. On découvre une ville, aujourd'hui Cassel, mais également de véritables passionnés. Nous allons d'ailleurs tout de suite à la rencontre de Jacques Fayolle. Il est tapissier, élu meilleur ouvrier de France. Regardez ce reportage d'Elisa Tranin et d'Olivier Scrifur. Et juste après, sur WEO, la TNT Nord-Pas-de-Calais, musique. Une chaumière flamande, route de Steenvoorde à Cassel, et sur la façade un écriteau, Gezel Stofferder, compagnon tapissier en flamand. C'est le repère de Jacques Fayolle, artisan tapissier et compagnon du Tour de France. D'abord apprenti, fils de tapissier, il rencontre ensuite son épouse, couturière. Ensemble, ils décident de réunir leurs compétences et de monter leur petite entreprise. On fait des sièges, on les restaure, on les fabrique, on fait des rideaux, on fait des tentures murales, on fait beaucoup de choses, tout ce qui est le tissu dans la maison. En 1994, Jacques Fayolle est récompensé meilleur ouvrier de France, la reconnaissance du travail bien fait et surtout d'une passion. Vous démontez un siège ancien, pas sur un siège moderne, mais sur un siège ancien, vous prenez un siège qui est par exemple 18e, qui a été fait, imaginons, en pleine période de la Révolution. Vous voyez, vous sentez qu'à une époque où la région était à feu et à sang, il y avait des gens qui travaillaient, quoi. Qui dans leur travail laissaient un message, parce qu'on sent si c'est bien fait, si c'est mal fait, on sent tout ça. Quand vous démontez, vous ressentez. Et quand vous refaites, vous avez envie de faire correctement parce que celui qui l'a fait avant l'a fait correctement. Messager à travers le temps est toujours le même savoir-faire, parfois surprenant, comme les semences, ces petits clous conservés par dizaines dans la bouche de l'artisan, afin de gagner du temps dans la confection d'un siège.
Si aujourd'hui les matériaux sont le plus souvent synthétiques, comme la mousse, Jacques Fayolle utilise encore le crin de cheval pour certains fauteuils. C'est une vieille méthode, c'est une méthode qui est du XVIIe, qui utilise la queue de cheval, qui est un produit utilisé couramment dans la garniture. Je pense que si au XVIIIe il y avait eu de la mousse, il l'aurait utilisé. Voilà, ça fait un produit de l'époque, il faut utiliser les produits qui sont de notre époque, il faut vivre avec son temps, c'est tout. Rester humble, même si la clientèle est aujourd'hui internationale, c'est probablement la plus belle caractéristique d'un compagnon tapissier. Région en fait sur WEO, la TNT Nord-Pas-de-Calais se balade aujourd'hui à Cassel, nous sommes toujours au carnaval et on vient d'y croiser Thierry. Alors Thierry, vous faites partie d'une fanfare, bonjour Thierry. Bonjour. Une fanfare c'est quoi? Alors une fanfare, il y a deux interprétations parce qu'en France une fanfare c'est un peu péjoratif parce qu'ils aiment bien dire harmonie. Et nous on reste encore en Belgique fanfare parce que c'est une fanfare et les groupes, enfin nous on est plutôt un marching band. Donc un marching band c'est une musique qui va en marchant quoi en gros. Hein, voilà. Parce que vous justement vous êtes donc belge, vous venez du Bizet. Voilà. Première fois à Cassel? Non, on est venu il y a une quinzaine d'années, en gros 10-15 ans, et bon, on se produit un peu partout, et on essaie de ne pas revenir toujours sur les mêmes défilés, parce que sinon, bon, c'est un peu, je dirais, lassant pour les musiciens, on aime bien aller un peu partout, quoi. Vous venez de le dire, on vient, oui. Donc plusieurs personnes dans la fanfare. Voilà. Combien de personnes dans la fanfare justement? Voilà, donc on est à peu près une cinquantaine, plus un groupe de majorettes, hein, on dit encore majorette chez nous, hein, voilà, donc ils sont à peu près une quinzaine, 15-20 majorettes, et on se produit un peu partout en France, en Belgique, en Allemagne, bon voilà, donc on est un peu dans tous les coins et assez souvent. Et il y a des répétitions avant le carnaval? On répète toute l'année, hein, donc on fait des répétitions toujours le jeudi soir, et on fait aussi des répétitions spéciales pour les shows, parce qu'on est spécialisé dans les shows. Et on fait des shows, on marche pas comme ça bien aligné, enfin si aussi, mais on fait pas mal de shows, quoi. On aura l'occasion peut-être de voir ça tout à l'heure, quoi. Et vous êtes venu, alors non pas avec votre trompette, mais avec votre cornet. Voilà, c'est un cornet, c'est la famille de trompettes, hein, c'est à peu près la même chose. On a les trompettes, cornets, bugles, ça c'est vraiment le cornet, quoi. Donc, Et je vous invite à nous jouer quelques notes pour la TNT Nord-Pas-de-Calais. On y va, si vous jouez là. C'est le rituel de ce région en fait, dès que j'ai besoin d'explications, je rejoins Eric O. On va parler de l'ambiance et notamment des fanfares qui sont un élément incontournable d'un carnaval. Oui, on ne peut pas concevoir uniquement le carnaval de Cassel avec le Four Merveilleux et les gens, quelle que soit la notoriété et la qualité de ces deux éléments du carnaval. Mais c'est toujours avec plaisir qu'on accueille une dizaine de groupes, fanfares, groupes carnavalesques, groupes folkloriques. L'idée c'est d'avoir quelque chose de très éclectique. Et les fanfares qui se répartissent un petit peu partout dans la ville, je crois. Oui, il n'y a pas de défilé à proprement dit. Tout à fait. En fait, ce n'est pas un cortège, ce n'est pas une cavalcade. L'objectif, en fait, c'est d'avoir une animation en permanence sur l'ensemble de la cité. Donc, je dirais que si vous voulez voir l'ensemble des groupes, il faut aussi bouger. Quand on est au carnaval, on n'est pas passif, on est actif, donc on bouge. Ce sont toujours les mêmes fanfares, toujours les mêmes groupes chaque année ou ça change? Non, c'est diversifié, ça change chaque année. On fait en sorte qu'un groupe ne vient jamais avant 2 ou 3 ans, même pour des groupes qui ont tendance à venir régulièrement. Je pense au Gilles, mais qui ne viennent non plus pas chaque année. Alors si vous êtes un groupe, une fanfare, c'est la vraie question. Comment on fait pour venir à Cassel? Qui choisit? Qui choisit? C'est quelque chose qui est fait de manière collective avec le comité des fêtes, avec la ville de Cassel. Donc prendre contact avec la ville de Cassel. Et puis généralement on fait ça au mois de novembre l'année qui précède. Et comme je vous connais, vous pouvez me pistonner moi et mon groupe ou pas? Ou il n'y a pas de sélection, pas de piston? Alors il n'y aura pas de piston, il y aura une qualité. Hein, l'idée c'est d'avoir quelque chose qui correspond à ce qu'attend le public. Mais si vous avez quelque chose de qualité, vous êtes le bienvenu à Cassel. Bah non, j'ai passé mon chemin au niveau de la fanfare, mais par contre on va tout de suite retourner faire la fête ici au carnaval de Cassel.
Vous arrosez qui là? Tous les gens qui sont sur le côté. D'accord, tout le monde. Ouais. Même les gens qui sourient. Voilà, tous les gens, tout le monde. C'est la tradition comme ça, c'est tout. Et il n'y a pas possibilité de vous amadouer? Ça dépend, hein. Non. Alors moi je pars en courant alors. Alors j'ai très peur puisqu'ils sont juste à côté de moi. Et ils sont en train de mouiller du monde ici à Cassel. Ce sont les Seringueux. On les a suivis d'ailleurs en février dernier à Solesmes. Les Seringueux, c'est un reportage de Maxime Cuvillier. C'est une vieille coutume qui est solémoise, elle est vraiment typiquement solémoise. On défile dans les rues le lundi matin, le mardi matin avec des seringues en zinc et on arrose les gens qui ne sont pas masqués et pas seringués. La légende viendrait du Moyen-Âge où les paysans se rebelaient contre le seigneur et ils lui ont arrosé, en tout cas ses gardes, avec du purin. Mais non, bon, c'est remplacé par nous, c'est beaucoup plus pacifique. Ça fait des années que je le fais, j'ai été élevé là-dedans. J'ai mon père qui était maire à Solesmes avant. Et bon, c'est une coutume qui date de... c'est de longue date de toute façon. Hein. Donc on a toujours essayé de continuer cette coutume-là. Puis c'est un bien pour nous, quoi, en fait. On attend ça tout le long de l'année. Alors on dit toujours que ceux qui se promènent en ville sans être masqués ne sont pas des vrais Solémois. Donc les gens qui ne sont pas des vrais Solémois qui sont arrosés, n'apprécient pas, mais ça fait partie de la coutume. Alors il y a vraiment la solidarité, on va voir, on passe dans les maisons ce qu'on appelle les chapelles, on boit un verre ensemble, on fait la fête, c'est surtout l'amitié retrouvée. Le frollo. Ah, faut être masqué au 20 seringues. Le carnaval. Et dans un instant, Rust Papa et Rust Maman vont défiler dans les rues de Cassel. C'est un petit peu la clôture de ce carnaval de Cassel. Juste avant, je vous propose dans Région en Fête de découvrir les préparatifs de la sortie des géants. Les géants de Cassel se mettent en route et nous en profitons pour retrouver Eric O. Vous nous avez accompagnés tout le long de cette émission de ce Région en Fête. On va parler évidemment un petit peu de ces géants. Alors on le disait tout à l'heure, les originaux datent de 1827 pour le premier. 1827 pour le premier, un peu plus tard pour les suivants, enfin pour ce moment et un peu plus tard pour le coq et le cheval jupon. Alors ça veut dire que ce géant là qui était derrière nous a 2 siècles, celui-là? Alors celui-là avait été de 1827, donc presque 2 siècles. Là maintenant depuis la fin des années 90, début des années 2000. Nous avons fait des copies conformes à l'original. L'idée c'était de préserver les originaux qui sont devenus des pièces de musée et qui figureront dans le musée de Flandre dont vous avez pu parler tout à l'heure. Qui ouvrira ses portes à l'automne 2010. Tout à fait. Et c'est important, j'imagine, pour vous de conserver finalement ces trésors du passé pour les nouvelles générations. Voilà, mais en même temps, il était aussi important de montrer, d'avoir une continuité pour la fête et donc d'avoir l'ensemble des éléments du carnaval qui restent en activité et qui puissent fonctionner. Et la fête, elle continue ici même à Cassel pour le carnaval. Merci beaucoup, Erico, de nous avoir accueillis et éclairés tout au long de cette journée. Merci à vous, et puis il reste encore un petit peu, c'est pas encore la rentrée. On y va maintenant, on va voir les géants, allons-y. Nous sommes, ça y est, au pied des géants, au pied de Rust Maman d'ailleurs, avec Vincent, vous êtes l'un des porteurs. L'un des porteurs. Alors je dis l'un des porteurs parce qu'il y a plusieurs porteurs. Oui, on est donc 2 équipes de 4 porteurs, donc 4 porteurs par géant. Et vous m'avez dit donc porteur depuis 14 ans, oui. Comment on arrive à porter Rust Maman, Rust Papa? Comment ça se passe? Déjà il y a une longue liste d'attente, donc on se propose et puis quand il y a une place de libre, un départ, on essaye. Et si tout va bien, ça y est, on est dans les géants. Bon, pour vous ça va bien puisque ça fait 14 ans. Ça fait, vous l'avez dit en binôme 2 porteurs. Combien elle pèse Rust Maman? Rust Maman elle fait 90 kg. Et donc pendant plusieurs heures, c'est vous qui portez 90 kg ou il y a un relais? Non, il y a un relais. Hein. Donc là, on va porter jusqu'à 11h ce soir. Donc on démarre à 5h, on porte jusqu'à 11h. Et on relaye, on fait une certaine distance, donc une centaine de mètres, suivant la forme. Quoi. Ah, d'accord, c'est vous qui dites, voilà, j'en peux plus, il faut qu'on change. Alors Rust Maman, c'est un peu différent parce que Rust Maman n'a pas le droit de poser tant que Rust Papa n'a pas posé. Donc nous, en tant que porteur de Rust Maman, on doit tenir. Et ça vous est déjà arrivé, des gros coups de fatigue?
Ça arrive, on serre les dents et puis on y va. Hein. Ouais, on se motive dessous? Tout à fait, oui. Bon, oui, je vous souhaite bonne chance alors. Bah merci. Merci beaucoup. C'est un élément incontournable du carnaval de Cassel, évidemment, la musique, et notamment pendant le défilé des géants. Nous sommes avec Sébastien, trompettiste au sein de l'Harmonie. De la Cassel Harmonie. D'accord. Alors c'est quoi la Cassel Harmonie? C'est l'Harmonie Cassel, tout simplement. Alors, on l'a vu tout à l'heure, nous, dans l'émission, pour chaque défilé, par exemple, les Arlequins ont leur musique, il paraît que pour les gens également. Tout à fait, les géants ont leur propre air de musique qu'on va jouer pendant 6-7 heures. Donc du début à la fin, tout le temps le même air, mais c'est vraiment l'air vraiment approprié aux géants de Cassel. Et on m'a parlé également de ritournelle. Oui, tout à fait. Donc c'est la danse de géants, donc qu'on fera tout au long du parcours. Généralement, on fait cela devant souvent les personnalités, les anciens porteurs, les anciens maires, donc généralement les personnalités de Cassel. Ça vous dirait, vous, un jour de devenir porteur? Non, chacun son travail. Allez, votre travail, on va vous laisser le faire. Ça sera ma dernière question. Vous partez pour 6-7 heures de musique. Ouais, à peu près. On se motive comment? On aime ça, c'est tout. Voilà. C'est l'amour, voilà. L'amour des géants. Dans les rues de Cassel, la population est multipliée par 6. Derrière moi, et vous le voyez, l'Harmonie, les géants Reus Papa et Reus Maman. Nous allons nous quitter sur ces belles images du carnaval de Cassel. C'est la fin de Région en Fête. Merci de l'avoir suivi. Vous allez pouvoir tout revoir évidemment sur weo.fr. Et puis moi, je rejoins mes nouveaux amis les grosses têtes et on va faire la fête.